J'avais passé des heures dans une salle d'attente dans une clinique médicale. Puis là, I connected the dots. C'était là que j'étais comme, OK. C'est là que j'ai vu que ce que je faisais à Bombardier pourrait servir une plus grande cause. Et le plus que je creusais, le plus qu'il devenait clair que le réseau de santé était plusieurs années en arrière en termes de technologie, c'était brisé, les cliniques étaient étouffées sur la lourdeur des processus et avec beaucoup de paperasse. Et si quelqu'un était capable d'amener la même qualité et avancée technologique en aéronautique, une industrie où la technologie est au service de l'utilisateur aux cliniques médicales, et nous pourrons vraiment transformer les soins de santé pour tous les Québécois. C'est avec cette raison d'être, et avec un mélange un peu d'audace et de naïveté, que Patrick et moi avons décidé de quitter nos rêves d'emploi, de sécurité d'emploi, et se lancer dans une mission pour transformer les soins de santé dans le monde. Elias Farah, vous êtes président et cofondateur de l'entreprise Medphar, une organisation technologique spécialisée dans le domaine de la santé. Lancée en 2010, votre entreprise n'arrête plus de croître et compte à ce jour plus de 350 employés, 40 millions de chiffre d'affaires annuel et une présence pan-canadienne qui s'étend de jour en jour. Elias Farah, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Antoine. Ça me fait un grand plaisir de participer à ton podcast. Et j'espère bien de pouvoir raconter mon histoire et la partager avec ton audience et qu'elle plaira à tout le monde. Et je pense qu'elle va plaire à beaucoup de gens parce que vous avez une histoire de croissance avec Medphar qui est assez exceptionnelle. Et parlons-en un petit peu. On en a parlé quelques fois ensemble, Elias, dans des appels précédents, mais peut-être avant de parler de croissance, avant de revenir un petit peu à la genèse, à la base de l'organisation, est-ce que ce serait possible pour toi de prendre un peu de temps et d'expliquer à notre audience quels sont vos produits technologiques que vous offrez et à qui vous les offrez? Notre entreprise a commencé comme un dossier médical électronique. On bâtissait une solution qui a informatisé les cliniques médicales, les cabinets médicaux. C'est une solution que les médecins avec leur équipe médicale peuvent utiliser pour documenter toutes les consultations, gérer leur calendrier, gérer leurs tâches, s'intégrer aux hôpitaux pour recevoir les résultats de laboratoire et d'imagerie. Et avec le temps, on l'a évolué, on a dû bâtir d'autres composantes. Et maintenant, on a des composantes d'intelligence d'affaires, on a des composantes qui répondent aux besoins patients, on a une application pour les patients. Donc, c'est vraiment pour donner une meilleure expérience, plus d'efficacité et de qualité dans les soins, axés pour les cliniques médicales. Et je pense, Elias, que toi, tu es un ingénieur aéronautique de formation. Tu as fait tes cours à la Polytechnique de Montréal au début des années 2000. Au meilleur de tes souvenirs, je suis toujours curieux de le savoir, de quel emploi, de quelle carrière tu rêvais quand tu étais jeune ou peut-être même aux études? Est-ce que c'était clair que toi, tu t'en allais en affaires ou tu avais des envies d'ailleurs? Pendant que mon école, quand j'avais comme 10 ans, 11 ans, j'avais un penchant pour tout ce qui est sport. Je voulais être un pilote de Formule 1, je voulais être un joueur de soccer, je carburais sur le sport, je voulais être un athlète, je voulais participer dans des compétitions. Et plus vers l'âge de 16-17, je commençais à penser à ma profession et j'aimais beaucoup le design et la conception. Puis je voulais concevoir des sous-marins. C'était ça mon rêve, d'être un ingénieur de sous-marins pour concevoir et bâtir des sous-marins. C'était la première profession que j'ai commencé. C'est ce qui m'a amené à aller en ingénierie. Il n'y avait pas vraiment un programme d'ingénierie pour bâtir des sous-marins. Il fallait faire le génie mécanique. Je commençais par le génie mécanique. Après ça, j'ai tombé en amour de l'aéronautique. Puis c'est ce qui m'a amené à vouloir être un ingénieur aéronautique. Et par la suite, tu commences, je crois, ta carrière chez Bombardier. Tu restes là-bas de 2008 à 2011. Est-ce que tranquillement, là-bas, ton rêve de bâtir, de construire, tu es capable de l'atteindre? Tu es capable de littéralement peut-être même faire ta job de rêve? Pour n'importe quel ingénieur aéronautique, la job de rêve, c'était travailler chez Bombardier. Quand tu étudies à Montréal, c'est comme le choix. Tu veux aller chez Bombardier, puis j'ai commencé là-bas comme ingénieur. Pendant 1 an, j'ai travaillé comme ingénieur. Après ça, je me suis joint à l'équipe de PLM, Product Lifecycle Management, qui était responsable de faire le choix de solutions informatiques à utiliser pour chaque nouveau programme. Donc, à chaque fois que Bombardier voulait bâtir un avion, c'était notre équipe qui choisissait les solutions
que les autres équipes doivent utiliser pour aller chercher de l'efficacité et la traçabilité, puis vraiment l'accessibilité, efficacité et productivité. Et c'est là que j'étais exposé un peu à comment une technologie peut vraiment transformer quelque chose, amener et améliorer la qualité et la productivité. Puis, à ce temps-là, mon équipe était responsable de déployer un portefeuille de 55 millions de solutions informatiques. Il y avait le C-Series dans le temps de Bombardier. C'était un nouveau programme qu'il fallait choisir des solutions pour. Il y avait un autre programme de l'Illujet. Donc, on était vraiment là pour aller choisir des solutions. Puis, je compris rapidement que ça prend des solutions bien développées et bien implantées pour que ça marche. Et puis on a dû travailler avec des partenaires, on a fait des mauvais choix, on a fait des bons choix et on a appris beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé à goûter à une satisfaction et gratitude. Dès que tu commences à sentir que ton travail a un impact et tu perçois l'impact de tes choix et de tes décisions, tu as une certaine satisfaction et gratitude que tu ressens. Et une fois que tu goûtes à ça, mais tu veux en faire plus, right? À chaque fois que tu sens que tu es capable de faire un impact dans le monde, mais tu veux le faire à une plus grande échelle. Puis un jour, en lisant Harvard Business Review, je suis tombé sur un article qui parle de la retombée de l'informatisation dans un grand hôpital aux États-Unis qui était pleinement informatisé. Et juste la semaine avant, j'avais passé des heures dans une salle d'attente dans une clinique médicale. Puis là, I connected the dots. C'était là que j'étais comme, OK, c'est là que j'ai vu que ce que je faisais à Bombardier pourrait servir une plus grande cause. Et le plus que je creusais, le plus qu'il devenait clair que le réseau de santé était plusieurs années en arrière en termes de technologie, c'était brisé, les cliniques étaient étouffées sur la lourdeur des processus et avec beaucoup de paperasse. Et si quelqu'un était capable d'amener la même qualité et avancée technologique en aéronautique, une industrie où la technologie est au service de l'utilisateur aux cliniques médicales, et nous pourrons vraiment transformer les soins de santé pour tous les Québécois. C'est avec cette raison d'être, et avec un mélange un peu d'audace et de naïveté. Bien sûr. que Patrick et moi avons décidé de quitter nos rêves d'emploi, de sécurité d'emploi, et se lancer dans une mission pour transformer les soins de santé dans le monde. Et dis-moi, je voulais en parler de ça, ton cofondateur Patrick, travaillait avec toi chez Bombardier, c'est ça? Patrick travaillait chez Aerodefec, une entreprise qui faisait des trains d'atterrissage des avions. Patrick, je le connaissais depuis l'école. Ma tante est mariée à son oncle, en fait. Et on se parlait une fois par l'année. Mais chez Bombardier, on travaillait sur le même projet. Comme Aerodefec était le fournisseur de trains d'atterrissage pour certains avions chez Bombardier. C'était deux ingénieurs qui s'appelaient pour s'entraider sur certains concepts. On partageait aussi notre loisir de stock exchange. On aimait la course. On était très bons à perdre de l'argent. On investissait chacun à sa manière. Et puis partager ce hobby, puis la génie aéronautique nous a plus rapprochés ensemble. Au début, l'idée de se lancer dans les dossiers médicaux électroniques venait de moi, mais rapidement, je l'ai partagé avec Patrick. Puis on a commencé à en parler. Puis le plus qu'on parlait, le plus qu'on cherchait, c'était clair qu'on pouvait faire un impact. Puis à un certain moment, on s'est assis sur une table, puis on dit, Pat, il faut vraiment qu'on le fasse. Puis là, la question était comment on va se financer? Là, on dit, OK, regarde, quelqu'un doit quitter son travail en premier. Puis après ça, l'autre va pouvoir l'aider financièrement. Puis on a dit, la personne qui a le plus grand salaire garde son emploi, puis la personne qui a le moins de salaire quitte son emploi. Puis on s'est entendu sur ce principe-là, mais finalement, mon salaire était 300 $ par année, plus élevé que Patrick. Patrick qui a fait le premier move de quitter son emploi pour se lancer. Ah. Quand je lui ai offert ma ligne de crédit pour vivre sur ma ligne de crédit pendant quelques mois qu'on développait la solution, il a hésité au début. Puis il a dit, non, je peux pas prendre de l'argent de toi. Je dis, non, qu'est-ce que tu parles? Tu dis, t'es comme mon frère, on travaille ensemble, on va faire quelque chose de bon. Il faut vraiment que tu acceptes. J'étais dans ce temps-là un peu très passionné de ça. Puis je me rappelle, j'ai quasiment jeté le laptop dans ses genoux. Puis j'ai dit, il faut vraiment que tu prennes ça, puis let's go. Puis il a accepté. C'est comme ça que le médecin a commencé. Wow. Et bon, dis-moi, ramène-moi un peu à ça, parce que là, on a parlé, tu me disais au départ, Antoine, on a fait beaucoup de sacrifices. Donc, vous quittez des emplois qui devaient sensiblement être des emplois assez bien rémunérés, des gros postes d'ingénieur chez Bombardier. Patrick avait un emploi similaire également. Donc, on n'est pas simplement en train de sortir de nos études, là. On a déjà
commencé notre vie professionnelle, on a peut-être des obligations, on a peut-être acheté des maisons, on a peut-être déjà bâti des familles. Comment qu'au final, cette décision-là se prend de dire, tu sais quoi, c'est pas ça la vie que je veux me lancer à mon compte. Peut-être même les discussions que vous avez eues avec vos épouses, comment tout ça s'est mis en place? Je peux dire tout de suite que nos parents et nos familles, nos épouses, nos blondes étaient toutes et tous surpris de notre choix, là. C'est clair. Est-ce que vous encourageez? Oui, Patrick était célibataire dans le temps. Mon épouse, oui. En fait, j'étais fiancé, puis elle m'a vraiment encouragé. Mes parents, au début, étaient choqués. Mais quand ils ont compris que j'ai vraiment envie de faire ça, ils ont apprécié ça. Patrick, les premières années, ses parents étaient vraiment pas contents. C'est fast forward, aujourd'hui, on est tous fiers de ce qu'on a pris comme décision. Et comme je t'ai dit au début, là, c'était vraiment un mix de naïveté et d'audace qui te permettent de franchir cette décision-là et ce courage-là de laisser quelque chose de stable, connu, conventionnel, puis se lancer dans quelque chose non conventionnel où il y a plein de risques, plein d'inconnus. Ça prend une certaine naïveté. Bien sûr. Il faut pas que tu connaisses tout ce qui peut arriver pour pouvoir apprendre ça parce que c'est pas un job facile. La plus belle chose pour un entrepreneur au départ, c'est son inexpérience, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui va nous attendre, donc on le fait et finalement, on se rend compte que c'est un petit peu plus complexe. C'est bon. Parlons-en. Tu me disais, Medfar, c'est sensiblement 3 périodes de croissance. Donc, 2010 à peut-être 2014, 2014 à 2016 et par la suite, les choses ont enchaîné. Encerclons cette période-là. 2010-2014, Patrick se lance, tu l'encourages, tu lui donnes ta ligne de crédit. J'imagine que ça l'a pas tellement pris de temps avant que tu le rejoignes, là. 3 mois après, j'étais avec lui. Les premiers 3 mois, Patrick travaillait durant la journée. Il y avait 2 shifts. Pendant la journée, il travaillait de la cafétéria de Bombardier. Comme ça, pendant mes pauses et mon lunch, je pouvais aller le voir, brainstormer, avancer les choses. Mais au bout de 3 mois, c'était clair que ça prenait plus de personnes. On n'avait pas vraiment on n'avait pas de cash pour engager du monde. Donc, j'ai hypothéqué ma maison. J'étais allé à un certain montant sur mon condo, puis j'ai quitté ma job. 2010 à 2014, c'était la période, disons, la plus difficile côté financier pour Medfar. Il fallait toffer 4 ans. J'ai fini par hypothéquer ma maison 3 fois et finir par la vendre à mon frère pour pouvoir continuer dans cette mission-là. Mon beau-père s'est joint aussi en mettant un petit montant dans la business. On a levé une dette. C'était vraiment tough, là. Je me rappelle, pendant 1 an et demi, on n'a pas eu de salaire. Il fallait faire le choix entre une pain de pizza à 99 sous et un hot dog à 1,25 pour pouvoir toffer cette période-là. Il fallait convaincre des employés d'attendre quelques semaines avant d'avoir leur paye. C'était vraiment tough. Mais dès que 2010 à 2014, fin 2013, début 2014, on a réussi à homologuer le premier dossier médical électronique web au Québec. C'était le 2e au Canada. Puis à ce moment-là, on était 4 employés, 2 développeurs, Patrick et moi. Et dès qu'on a eu l'homologation, Patrick s'occupait du bureau des développeurs et tout ce qui se passait au bureau. Puis le bureau, c'était mon condo, là, en passant. Là, c'est pas un vrai bureau. Et moi, je prospectais des cliniques médicales, je rencontrais des médecins et des propriétaires de cliniques. Puis je faisais la vente, j'essayais de les convaincre d'utiliser notre système. Ça, c'est vraiment la première période où c'était beaucoup de développement de produits. C'était R&D, mais c'était très tough psychologiquement et financièrement pour Patrick et moi. J'en doute pas. Et bon, la commercialisation commence un peu. C'est ça, vous avez vos premiers clients, 2014 environ, 2000... En fait, 2013, on a eu une homologation. Ouais. Puis pendant 6 mois, début 2014, moi, je frappais les portes. Puis dès que j'ai commencé à avoir 1 ou 2 cliniques qui croyaient à notre produit et qui signaient des contrats, on a levé 695 000 d'Ange Québec. OK. Ça, c'était septembre 2014. Et c'est là que je peux dire c'était le début d'engager donc des employés en commercialisation. Bien sûr. Puis c'était Patrick et moi qui frappions les portes. On faisait les premières implantations, on répondait au téléphone et on commençait à bâtir des équipes. 2014 à 2016, c'était vraiment développer cette traction, apprendre comment vendre, apprendre comment implanter. Notre meilleure année, c'était les podcasts
les YouTube de ce monde, lire plein de livres pour s'approprier comment vendre, comment créer du succès, c'est quoi une SaaS company. C'est quand on a fondé Medford, on savait même pas c'est quoi SaaS. Donc, il fallait vraiment s'approprier tout ce knowledge-là pendant 2016-2014, puis on commençait à avoir vraiment du succès dans cette période-là. Puis là, on a commencé à avoir le vent dans les voiles. On a remporté un premier appel d'offres. Ça nous a mis sur la map. Puis là, on a commencé vraiment à grandir. Parle-nous un petit peu de volume d'affaires. Donc, clairement, en 2014, vous commencez, il n'y a pas tellement d'argent qui est généré. 2015, 2016, le volume d'affaires de l'organisation ressemble à quoi? Quand on a levé du cash en 2014, on faisait 40 000 de revenus. 40 000 OK. Oui, on a tapé peut-être 78 portes avant d'avoir quelqu'un qui croit dans notre business et notre histoire pour avoir un peu d'équité, pour pouvoir continuer le progrès. Une fois qu'on a eu ça, je pense que le prochain milestone de Medford était en 2019 qu'on a fait notre première acquisition. Quand on a fait cette acquisition-là, Medford était rendu à 4 millions de revenus à peu près. Quand même. Oui. Même. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'était vraiment engager du monde, faire le playbook de vente, apprendre à pitcher, signer un deal, l'implanter. Puis on commençait à structurer les équipes pour scaler. Puis ça commençait à réussir, mais je ne peux pas vous expliquer comment c'était vraiment tough pour faire ça. C'était challenging. Quand nous, on a commencé à commercialiser notre système, 80% des cliniques médicales avaient déjà une solution informatique. Donc, notre succès se reposait sur le fait qu'on était capable de les convaincre de délaisser une ancienne solution vers la nôtre, une solution plus moderne, plus intuitive, plus efficace. Et aussi se reposer sur le fait qu'on est capable de les transitionner et d'immigrer sans perdre leurs données, sans interruption et chercher des gains en efficacité et en qualité très rapidement, quelques jours après l'implantation. Et là, notre obsession avec du client, de le faire, de bâtir le produit comme il faut, de bien implanter et créer succès, était très important. Puis quelque chose que je pense qu'on a bien fait, puis c'est que dès 2014, on s'est entouré de 4 médecins. On a fait comme un comité médical qui nous conseillait, guidait nos développements de produits. Ces 4 médecins-là avaient déjà utilisé des solutions d'autres compétiteurs. Ils savaient qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Puis les écouter, les entendre, puis prendre leur feedback, puis les ramener dans la solution était clé dans notre succès. Puis ça nous a vraiment aidé à avoir un produit plus intéressant, qui répondait vraiment aux besoins plus que la compétition pourrait faire. Wow. Et bon, j'aimerais qu'on segmente 2 points. Donc, 2016 à 2019, quand vous allez chercher un petit peu de capital, vous avez fait votre croissance organique et par la suite la croissance acquisition. En termes de croissance organique, combien de joueurs y avait-il sur le marché? Est-ce que vous étiez vraiment les seuls à arriver avec un océan bleu et de se dire, allez, on prend les parts de marché, ou il y avait 2, 3 autres joueurs qui avaient peut-être ouvert les yeux et s'étaient rendus compte que c'était assez archaïque comment les gens dans le domaine médical documentaient les dossiers des patients? Nous, quand on est arrivé, 80% des cliniques avaient déjà un système. Il y avait 7 joueurs dans le temps. Puis moi, je peux te dire que, puis je le répète à mon équipe, on a réussi à mettre fort, pas seulement qu'on a un très bon produit, c'est aussi parce que la compétition n'était pas très bonne. C'est la maladie de n'importe quelle entreprise. Chaque entreprise qui a du succès, si elle s'assoit sur ses lauriers, elle devient bien orgueilleuse. Un jour, un disruptor va venir puis il va prendre la place. Je pense que c'est ce que Medford a fait. Nous, on est arrivé dans un marché qui était saturé théoriquement sur le seuil. Tout le monde trouvait notre plan d'affaires ne faisait pas de sens. Les cliniques étaient déjà informatisées. On était capable d'amener une autre coche de valeur et de solutions. Puis, on a rencontré les cliniques, puis il fallait vraiment les persuader de prendre une chance, laisser leur système et aller vers une autre. Jusqu'à aujourd'hui, notre croissance économique est tout le temps en haut de 40-50% année après année. Jusqu'à aujourd'hui, on grandit avec cette croissance organique-là. C'est vraiment, il fallait maîtriser le playbook de vente, le playbook de marketing, comment on implante les cours de succès. Il faut développer ce flywheel-là, puis je pense que c'était vraiment, vraiment clé. Puis il y a des ingrédients très importants à avoir comme équipe pour pouvoir réussir cette période-là. Parce que oui, au début, avoir du cash, ça aide, mais ça ne règle pas tout le problème. Tu peux rapidement passer à travers ton cash et le brûler sans vraiment avoir du bénéfice. La première chose à faire, c'est que il faut que tu aies une équipe
de guerriers et de guerrières qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour la cause. Ils sont là, tu peux leur faire confiance, ils vont travailler des heures extra, ils vont pas compter les heures, ils vont travailler à tes côtés et vraiment avancer. Moi, je pense qu'on est chanceux d'avoir trouvé une belle équipe dès le début qui sont prêts à défoncer des murs pour la cause et la raison d'être de l'entreprise. Deuxième chose, on a gardé une proximité avec le terrain. Je t'ai parlé du comité médical. C'était clé à faire les bons choix en termes de produits. Mais aussi le fait que Patrick et moi, on était sur le terrain. C'est nous qui faisions la vente et l'implantation. Et même, on répétait au téléphone. On avait 24/7 support technique. C'est nous qui prenions les appels, même le soir à 3 heures le matin quand le médecin appelle. C'est nous qui prenions les appels. Cette proximité-là, puis un lien direct avec les développeurs pour qu'ils puissent faire la rétro rapide est très important. Et il fallait être modeste et à l'écoute. Il faut aussi être prêt à mettre à la poubelle tout ce qu'on a développé et recommencer de zéro si on s'aperçoit un an après qu'on a mal développé une fonctionnalité. Medfor l'a fait 2 fois où il fallait rebâtir un grand module de scratch parce qu'on a réalisé un peu tard dans le processus qu'on a over-engineered it. Cette humilité, cette proximité de terrain et l'écoute avec un certain courage à innover et à faire le bon choix, je pense que c'était les ingrédients qui ont créé du succès dans notre croissance organique. Ça, c'est la croissance organique de Medfor. Et là, par la suite, ça enchaîne avec la croissance par acquisition parce que ça va pas assez vite pour vous, 35, 40, 45% par année. Là. Nous, on a fait notre première acquisition en 2019 puis à ce moment-là, je savais même pas qu'est-ce que ça veut dire fusion-acquisition ou qu'est-ce que ça veut dire M&A. C'est vraiment par chance. Pendant une discussion d'affaires avec un de notre compétiteur pour intégrer une de ces solutions à la nôtre, je me suis exprimé que m'engêne de faire un partenariat avec un compétiteur. Puis de fil à l'aiguille, pendant le café, le lunch, on s'est entendu que Medfor acquiert sa division DM. Je savais même pas qu'il fallait engager un avocat. On a tout apprendre. On a posé beaucoup de questions à plein d'amis. On a dit comment faire une acquisition. On a fait l'acquisition. On a négocié le prix. Ça, on l'a bien fait. Et dès qu'on a fait l'acquisition, la plateforme qu'on avait achetée, c'est une plateforme en termes de technologie un peu en arrière. On a rencontré les clients un par un, puis on leur a donné 18 mois pour migrer à notre solution. Puis on leur a offert la migration gratuite, de le faire sans frais, tant qu'ils migrent. Sinon, ils vont devoir aller trouver un autre compétiteur. Puis 96% de ces clients-là ont migré vers notre plateforme. Et on a pu capitaliser sur notre compétence de bien transitionner les clients qu'on faisait d'une manière organique. On a appliqué cette compétence à transitionner une plateforme qu'on a acquérie vers notre solution. Puis c'est là que c'était un aha moment. Mon Dieu, on est capable de doubler notre croissance en ayant un autre 40% de croissance en plus que la croissance organique par acquisition. Puis le marché était plein de solutions avec d'anciennes technologies. Et même aujourd'hui, on regarde les États-Unis, puis il y a plus que 300 dossiers médicaux électroniques bâtis sur des anciennes technologies. Et là, on a dit, OK, on est capable de grandir de 2 manières. Une manière organique, puis une manière par acquisition. Et c'est le hasard. Et là, si tu me demandes la question, un conseil pour tous les entrepreneurs, il faut être agile, il faut être capable de connect the dots. C'est pas quelque chose qui était dessiné dans notre plan d'affaires de faire des acquisitions. Maintenant, c'est un levier stratégique clé. C'est vraiment être à l'écoute et tout le temps réfléchir à des solutions sur des problèmes qu'on est capable de trouver de manière intéressante, puis after that, you go with the flow. Et là, vous avez fait 4 acquisitions à ce jour. Et si on analyse bien les acquisitions, ce que vous achetez, c'est les DME, donc essentiellement les dossiers médicaux électroniques. Vous achetez donc une base de clients continuellement. C'est ça qui vous intéresse dans vos acquisitions, si je comprends bien. C'est de se dire, il y a des clients ailleurs, on veut les prendre, les amener chez nous. Donc, c'est pas nécessairement une technologie ou un groupe de personnes dans une entreprise qui vous intéresse, c'est la base de clients, si je me trompe pas. Oui, en fait, exactement. Après cette acquisition-là qu'on a fait en 2019, notre plan stratégique, c'est d'acquérir d'autres dossiers médicaux électroniques avec la pensée clientèle, vraiment dans une vue de migrer à notre solution. Aujourd'hui, fast forward, on a fait 4 acquisitions à date. On a quand même des gros parts de marché dans le Canada. C'est juste au Québec qu'on a 55% du marché québécois des cliniques médicales qui existent dans le système.
Et on a développé d'autres composantes à notre dossier médico-électronique, comme le portail patient, la prise de rendez-vous en ligne, le partage d'informations avec le patient, des connexions avec d'autres systèmes. Aujourd'hui, on a élargi nos types d'acquisition. Nous, maintenant, on est prêt à faire d'autres acquisitions que les dossiers électroniques. Mais ça, c'est venu après 4 ans de rinse and repeat de dossiers médico-électroniques d'acquisition. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que il faut pas essayer de faire tout dès le début. Il faut vraiment, ça prend beaucoup de focus, maîtriser quelque chose avant de passer à autre chose. Donc, les premières 4 années, c'était maîtriser la croissance organique. On a fait 4 années de maîtriser, faire des acquisitions et bien les faire et les intégrer. Puis là, on est rendu à un point où on veut faire d'autres types d'acquisitions. Et on revient à un mindset startup. Donc, on est en pénétration de marché aux États-Unis. Puis ce que je dis à mon équipe, on commence de zéro. C'est comme en 2010 quand on a commencé au Québec, c'est comme ça qu'il faut approcher les États-Unis. Et là, faire d'acquisition de d'autres types que les dossiers médico-électroniques, fait en sorte qu'on recommence de zéro. Puis il faut avoir cette humilité-là de revenir à la base, puis rester un start-up, rester agile, rester à proximité du terrain Bien et sûr. pouvoir faire les bons choix. Et juste pour être certain de bien comprendre, quand on parle d'acheter maintenant peut-être des organisations qui sont un petit peu différentes, quel est le plan stratégique ici? Est-ce qu'on veut développer différentes verticales de clients? Est-ce que c'est d'autres outils technologiques qu'on veut amener pour aider encore plus nos clients existants? Quelles sont les entreprises ou plutôt les catégories que vous avez dans votre champ de mire pour les acquisitions futures? Je crois beaucoup au focus. On veut bien servir, on veut être la meilleure solution technologique pour les cliniques médicales. Et on veut faire tout ce qu'il faut pour demeurer et continuer à être cette solution-là. Donc, que ce soit d'une manière organique ou par acquisition, le plan stratégique, c'est d'avoir le plus de cliniques médicales, travailler avec notre solution. C'est comme ça qu'on fait un impact dans la santé. Donc, si on donne une solution qui permet à l'équipe médicale de faire plus, avec plus de qualité, ils gagnent de temps puis ils sauvent des vies. Et c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous amène chaque jour au bureau. Maintenant, comment on a plus de cliniques médicales qui utilisent notre solution, mais d'une manière organique et d'une manière par acquisition? On a 2 manières d'aller chercher. Donc, le plan stratégique, c'est de continuer de faire et rester la meilleure solution. Aujourd'hui, on ne veut pas développer une autre verticale du marché. C'est vraiment, on est dans un play où on veut la masse critique dans chaque région géographique. On veut être le fournisseur de choix, on veut être la solution la plus utilisée. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est cette solution la plus utilisée avec les médecins, et on est capable d'être aussi la solution la plus utilisée par les patients et faire plus d'impact au niveau des patients. C'est là qu'on s'en va côté stratégique. Et parlons un petit peu de l'expansion au sud de la frontière aux États-Unis. Comment on s'y prend? Parce que là, vous avez bien entendu 55% des parts de marché au Québec, un bon pourcentage également au Canada. Mais si on regarde bien sur votre site Internet, vous avez des plans ambitieux d'ici 2030 et cette ambition a l'air de rimer avec les États-Unis. Comment ça se passe? Comment qu'on va chercher des clients un petit peu là-bas et comment votre solution est reçue? Il fallait commencer de zéro. En fait, ce qui est clair, c'est que le besoin est le même, mais que les cliniques médicales aux États-Unis apprécient, la manière avec laquelle ils apprécient une solution est complètement différente de comment les cliniques canadiennes ou les cliniques au Québec ou en Ontario ou à BC la reçoivent. Okay? Les règles du jeu sont pas les mêmes. Il faut aller vraiment se réinventer comment on déploie notre plan de croissance. L'autre chose qu'on a appris en allant dans d'autres marchés, parce que même quand on était au Québec, on a dû aller en Colombie-Britannique et aller en Ontario ainsi qu'aux États-Unis. Nous avons aussi commencé à valoriser le plus possible l'expertise de nos gens qui sont, ça fait un bout qui sont dans notre entreprise. Ce qu'on a compris, il faut que tu prends tes meilleurs et les amener dans de nouveaux marchés. Parce qu'ils connaissent nos valeurs, ils connaissent notre culture, ils connaissent notre produit. Et il faut coupler ces gens-là avec du monde qui vient des États-Unis. Donc maintenant, on forme des équipes multidisciplinaires dont une bonne partie viennent de la maison mère du Québec et l'autre partie vient des États-Unis. Ces équipes-là doivent travailler et collaborer ensemble, puis doivent résoudre les mêmes problèmes qu'on a résolus au Québec. Comment on hack le growth? It's about hacking the growth. Donc, on revient à start-up. C'est-à-dire, ces gens-là doivent faire la même chose que Patrick et moi, on a fait en 2014. Pour frapper les portes, pitcher notre solution aux cliniques médicales, comprendre qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils n'apprécient pas, avoir un lien direct avec nos développeurs,
adapter la solution et revenir et jusqu'à comprendre c'est quoi le product fit. C'est quoi le produit qui fait en sorte que tout le monde va apprécier. Une fois que tu fais une démo, mais 80% du temps, ils vont vouloir prendre ta solution. Après ça aussi, on a appris comment scaler. Puis une des choses qu'on a retenues, il faut se spécialiser. Ça veut dire, avant, on engageait, par exemple, des vendeurs qui savent faire tout. Ils savent comment prospecter une clinique, par téléphone et sur place, comment faire une démo, comment négocier un contrat, comment closer un deal. Aujourd'hui, les personnes qui prospectent une clinique ne sont pas les mêmes personnes qui font la démo et pas les mêmes personnes qui closent le deal. Cette spécialisation nous a permis de trouver du monde plus rapidement parce qu'on a besoin de trouver quelqu'un qui connaisse faire les 3 compétences. C'était plus difficile. Deuxième chose, on est capable de les former plus rapidement sur cet aspect de la chaîne de valeur. Et aussi, on a commencé à s'organiser par bot, par cellule. Donc, une cellule de vente dans une géographie, c'est 3 agents de prospection, 2 account executives, puis un manager, un gestionnaire de cette équipe-là. Maintenant, quand on va dans un état, on évalue est-ce qu'il faut qu'on mette 2 cellules ou 3 cellules ou 4 cellules. Ça devient très facile à estimer les coûts et à pouvoir comparer les performances des cellules et à s'organiser et simplifier et scaler ensuite. Donc, aujourd'hui, on vient de commencer aux États-Unis. Ça fait 5 ans qu'on est là. On est dans la partie where we're hacking the growth. On sent que ça va super bien. Et comme j'arrête pas de répéter, mais on l'approche avec beaucoup d'humilité, avec une envie d'apprendre et de s'adapter à la réalité afin de réussir. Et avec quel financement vous faites ça? Donc, bien entendu, aujourd'hui, vous avez une organisation qui a une certaine masse critique, 40 millions de chiffre d'affaires, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Habituellement, les organisations technologiques, on va lever des sommes, on va vouloir aller chercher du financement. J'ai l'impression que ça a été fait avec sobriété de votre côté, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'aide, il y a eu certains financements peut-être vers 2015, 2016, mais pour tout ce qui comporte des rondes de financement classiques, quelle est la réflexion de votre côté par rapport à ça? Comme entrepreneur, tu veux éloigner le plus possible la ronde de financement pour pouvoir créer le plus de valeur possible avant la prochaine ronde. Okay? Si tu peux grandir sans faire de ronde d'équité, tant mieux. Donc, nous, quand on a levé 700 000 en 2014, on n'avait pas le choix. Là. Ça faisait 4 ans. On a mis toute notre équité disponible dans la business. On a levé 700 000 en 2014. On a grandi ça de 0 revenu, 40 000 en revenu, jusqu'à 11 millions avant de faire la prochaine ronde de financement en 2021. Donc, on a eu une croissance assez efficace au niveau métrique. Puis, ça nous a permis de faire beaucoup d'économies et aussi de bien lever une ronde. Et le montant qu'on a levé en 2021, c'était pour des acquisitions. C'était pas pour investir dans la croissance. Même chose, décembre dernier, on a levé 30 millions. Puis, on a fait la même chose entre 2011 et entre 2021 et 2023. On a continué à grandir organiquement d'une manière efficace et on a levé l'argent vraiment pour faire des acquisitions. Donc, aujourd'hui, la compagnie, elle est bien capitalisée et on a toujours gardé ça quasiment proche du break-even. Donc, à chaque fois qu'on a des revenus, on les a injectés dans nos opérations et dans notre développement de produits pour rester la solution la plus intéressante et aussi pour investir dans la croissance. Donc, c'était ça notre règle de rester on a break-even basis et on a levé du capital pour exécuter sur les acquisitions. Mais c'est fantastique parce que si le capital que vous levez pour faire des acquisitions, bien, automatiquement, ça se paye quasiment tout seul, sachant que vous achetez l'organisation, la valeur de l'organisation s'intègre à votre valeur initiale et là, ça double si bien entendu l'entreprise est de la même taille et bon, on est capable d'analyser tout ça. Donc, c'est assez efficace, intéressant et ça démontre que vous avez une bonne allocation, une bonne gestion de votre capital. Là. La discipline est clé. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de discipline hein, pour beaucoup d'organisations dans les dernières années en technologie. Des fois, on oublie qu'on a un PNL à respecter. Exactement. Je pense que le danger, c'est s'exciter puis attraper dans une réalité un peu plus tard. Je pense que l'aspect ingénieur dans Patrick et moi, on fait en sorte que it needs to add up à chaque fois. Donc, ça nous a aidé énormément. Je dois dire qu'on était bien entouré. Une chose qu'on a bien fait, c'est on pose des questions, on absent, on comprend. Et les partenaires et les amis de la compagnie, que ce soit des investisseurs, que ce soit des membres de famille, mais étaient là pour nous soutenir pendant qu'on faisait tous ces sacrifices-là. Puis, était un bon sounding board pour nous.
Et ça nous a bien servi. Plusieurs fois, on était au point de faire une erreur. Puis c'est quelqu'un qui nous a, avec ses conseils, qui nous a aidés et on a fait éviter ces erreurs-là. C'est là que ça devient intéressant de lever de l'équité. Parce que si tu lèves l'équité avec le bon partenaire, puis ce partenaire-là a de l'expérience, il peut te faire éviter beaucoup d'erreurs. Donc, être bien entouré est vraiment clé. Et bon, ingénieur de formation en aéronautique, homme d'affaires aujourd'hui, gestionnaire d'organisation technologique, ça change? Le quotidien change? Ça ressemble à quoi, toi, tes journées aujourd'hui? C'est des journées de fou. Je me lève à 6 heures le matin. Je suis encore un humain, puis je suis un père de famille. Je suis pas un Superman. Juste pour être clair, les gens doivent savoir qu'il y a toujours un humain en arrière de ça, qui peut être fatigué aussi, qui peut être déprimé pendant certains moments, qui peut être fatigué. C'est normal. Moi, je me lève tôt le matin pour s'occuper de mes enfants avant d'aller à l'école parce que je reviens tard le soir. Donc, je profite de la première heure de ma journée pour passer mon temps avec mes 3 enfants. Donc, c'est moi qui prépare leur boîte à lunch. Je passe 1 heure le matin, le bus les prend devant chez nous à 7h05, 7h10. Puis ça commence ma journée. Pendant un bout, j'ai trouvé un moyen de faire du sport au début de la journée. Là, de plus en plus, je rate cette séance-là, mais j'essaie de la reprotéger. Après ça, je prends mon auto puis je dirige vers mon bureau. Et pendant mon voyage d'auto vers le bureau, j'appelle mon assistante. Puis je classe tous mes courriels pendant ces 30-45 minutes d'auto. Je reste à Laval, puis mon bureau est au centre-ville. Donc, parfois, ça prend 1 heure pour se rendre là. Mais pendant cette heure-là, je passe à travers tous mes courriels. Avec mon assistant, j'organise ma journée. J'arrive au bureau. Ma semaine est bien organisée. Le lundi matin, je rencontre mon équipe exécutive. Mon mercredi, c'est toutes mes one-on-one avec mes direct reports. Puis vendredi, c'est des rencontres produits stratégiques. Puis je garde mon mardi et mon jeudi vide le plus possible pour que je lis mes rapports financiers. J'ai le temps de me préparer puis pour mes autres meetings. C'est mes 2 journées à moi pour réfléchir sur la business puis être plus stratégique. Aussi, j'essaie d'optimiser beaucoup mon temps de lunch. Donc, je suis toujours en train de luncher avec quelqu'un, ou bien un client, ou bien avec un employé, ou bien avec un partenaire. Donc, de 7h30 le matin jusqu'à 7h30 le soir, c'est bien organisé, back to back. Mm-hmm. Et j'adore ça. Puis, une fois que j'arrive, je retourne chez nous, j'essaie de passer le plus de temps possible avec la famille. Puis, à 10h, 10h30 le soir, je réouvre mon laptop, puis je me prépare pour le lendemain. Et dis-moi, la suite, ça ressemble à quoi? Là, vous faites l'expansion aux États-Unis, vous avez une bonne masse critique au Canada. Comment vois-tu les 12, 24, 36 prochains mois de l'entreprise? Oui, en fait, en 2015, pendant, on était une douzaine d'employés, une de mes employés m'a posé la question, elle a dit, Elias, toutes les compagnies en santé disent qu'ils veulent transformer la santé. Comment Medfort transforme vraiment la santé? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Tout le monde dit ça sur leur site web. Ça m'a fait réfléchir, puis comment expliquer cette raison d'être d'une manière simple à mes employés, puis qu'ils puissent ressentir le même engouement que j'ai, la même passion que j'ai pour vraiment améliorer les soins de la santé. C'est sous la douche que ça a cliqué, puis je suis revenu après quelques semaines, j'ai réuni mon équipe et j'ai dit, on veut transformer la santé, puis c'est comme ça qu'on va le faire. Pour transformer la santé, on ne peut pas être une petite équipe de 20-30 employés. Il faut qu'on soit une grande entreprise. On ne peut pas aller aux États-Unis avec une lance-roche. Il faut qu'on soit aussi gros qu'un Pfizer ou qu'un Merck. Et c'est là les cinq objectifs d'ici 2030. On dit, on va se fixer 5 objectifs d'ici 2030. Et si on les atteint, mais c'est clair pour nous que nous avons réussi à transformer la santé. Les 5 sont les suivants. On veut être dans 5 continents, employer 5 000 personnes, aider 500 000 médecins, 5 millions de professionnels de santé, qui aident eux-mêmes 500 millions de patients, puis 5 milliards de valorisation. Puis le 5 milliards de valorisation, c'est pas pour s'acheter une Porsche ou une Ferrari, c'est vraiment pour continuer à avoir les moyens d'innover et d'amener de la valeur, puis transformer la santé. Puis pour le faire, on a reverse engineered it. Puis il fallait qu'on grandisse année par année 60% pour qu'on atteigne ces objectifs-là. Et depuis 2015, on n'a pas raté notre cible. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas raté notre cible. Donc, les prochaines 3 années, les cibles est bien dessinée. Puis tous nos choix d'affaires sont basés sur comment on va atteindre ces cibles-là. Les prochaines 2 années, clairement, notre focus est sur les États-Unis.
Mais troisième, quatrième année, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans d'autres continents. Je pense qu'on s'en va en Europe. On veut aller en Afrique. On veut aller en Asie. C'est ça les plans. Il faut le faire étape par étape. Je me soucie pas beaucoup du futur. Parce que je dis à mon équipe, on va toujours trouver un moyen. Si on fait la bonne affaire, on va trouver un moyen, puis à date, ça marche. Fantastique. C'est beau à entendre. J'adore ça. Souvent, les entrepreneurs qui viennent sur le podcast essayent de s'instruire le maximum possible. On lit des livres, on écoute des podcasts. Qu'en est-il de ton côté? Est-ce qu'il y a certaines lectures qui ont marqué ton imaginaire? Oui, bien sûr. Jim Collins, il y a plusieurs livres. Good to Great, c'est un des livres que j'ai aimé le plus. Ça m'a introduit beaucoup à les fondamentaux de faire une business. Le livre Scaling Up, il y a un autre livre similaire qui s'appelle Traction. Ces deux livres-là m'ont montré beaucoup comment organiser l'entreprise pour scaler. Strategy Beyond the Hockey Stick. C'est un des plus beaux livres que j'ai lu sur les stratégies. De croissance. Stratégie de croissance, exactement. Tipping Point, c'est un livre que quelqu'un chez Bombardier m'a offert. C'est un livre que j'ai relu plusieurs fois. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Predictable Revenue pour les équipes de vente aussi, c'est très intéressant. Il y a plein de livres là, mais je pense que ces livres-là sont un bon début. Podcast? J'écoute ton podcast. Oh! Ouais, c'est intéressant. J'écoute le SaaStr. SaaStr, ils ont des beaux podcasts. J'écoute, quand on a commencé aux États-Unis, j'ai commencé à écouter Bloomberg Technology. C'est à chaque fois. C'était un podcast très intéressant. McKinsey ont des bons podcasts. The Economist ont des bons podcasts. Et disons, my favorite, c'est vraiment SaaStr et Bloomberg Technology. C'est deux podcasts que j'écoute souvent. Fantastique. Elias, si on veut en apprendre plus sur vous, ou même sur toi, meilleur endroit pour vous rejoindre? Téléphone, courriel, ça fait plaisir. Sur LinkedIn, c'est sûr, j'accepte quasiment toutes les connexions. Ça ferait un plein plaisir de pouvoir partager. Si je peux aider quelqu'un à bâtir son entreprise et à grandir, ça fera un grand plaisir. Fantastique. Et si vous avez des postes ouverts, votre site Internet, j'imagine, c'est peut-être l'endroit le plus simple, ou même s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient devenir clients? OK. Mais en fait, si vous écrivez à info@commercial-medforcesution.com, si le courriel est destiné à moi, quelqu'un va me transférer. Donc, n'hésitez pas. Sur mon site web, si vous êtes un client potentiel, si vous êtes un médecin ou une clinique médicale qui voulait une solution efficace, mais sur notre site web, vous pouvez demander une démo. Et sur LinkedIn, vous pouvez me rejoindre à n'importe quel moment. Fantastique. Elias Farah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Totalement fascinant. Félicitations pour la belle histoire de Medfort. Je pense que c'est une organisation qui mérite d'être connue et j'espère qu'on aura fait notre travail aujourd'hui pour la faire découvrir un maximum de gens possible. Donc, je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.